suite avec l'intervention de François Besse, qui va aussi nous parler de prison. Mais on aura aussi l'opportunité un peu plus tard dans l'après-midi d'évoquer d'autres lieux privatifs de liberté, de pouvoir faire des parallèles, des rapprochements, observer les différences justement s'agissant de la situation particulière des femmes dans ces lieux privatifs de liberté. Donc ça va être très riche et je me réjouis de ces échanges. Donc je vais tout de suite laisser la parole à François Besse, donc qui va nous parler des prisons et qui va entrer dans cette problématique des femmes en prison par la question plus particulière, donc la place, il va aborder la question, le constat, il va formuler un constat, c'est le titre de son intervention, un constat sur la place des femmes et des trans en prison. Donc François Besse, qui est responsable enquête à l'OIP, l'OIP, la section française de l'Observatoire international des prisons. Je vous laisse tout de suite la parole, François Besse. Merci. Bon, mon intervention va porter. Alors, j'ai pris quelques chiffres, quelques données parce que ça me semble important de pouvoir les préciser, mais quand même surtout des retours que nous pouvons avoir justement au pôle enquête de l'Observatoire, c'est-à-dire on est sollicité, on est contacté par téléphone, par écrit, par des personnes détenues, par des proches de personnes détenues, et à partir de là, on va mener des enquêtes pour regarder et établir un petit peu la réalité des conditions de vie des personnes en prison. Donc, c'est beaucoup à partir de ces constats-là que je vais vous parler. Alors, au niveau des chiffres, oui, comme le disait Maître Leclerc, hein, c'est un peu plus de 3% le nombre de femmes détenues, là, au 1er mars 2021. Donc, en ce moment, il y a 64 405 détenus et il y a 2132 femmes. Donc, effectivement, un décalage assez important. Alors, parmi ces femmes qui sont détenues, 30% sont étrangères, ce qui est supérieur au pourcentage d'hommes étrangers dans la détention pour hommes. 39% sont en détention provisoire chez les femmes, alors que la moyenne est de 28% chez les hommes, donc c'est supérieur. L'essentiel des peines que purgent les femmes, ce sont des courtes peines. Et voilà, et sinon, sur les catégories de population, on va dire, issues des classes défavorisées, avec des grands problèmes de pauvreté, etc. Alors, il y a quelques disparités qui peuvent être intéressantes, parce que c'est vrai, comme le disait Maître Leclerc, qu'il y a quand même assez peu d'études approfondies sur la question des femmes. Il y en a, hein, mais assez peu. Et ce qui ressort quand même du côté des longues peines, c'est que il y a des différences dans les peines infligées. En tout cas, ce qui a été relevé, c'est que quand il y a quand les femmes tuent leur conjoint, par exemple, c'est souvent 15 ans ou 20 ans, des peines de 15 ans ou 20 ans, parce que les situations ne sont pas forcément les mêmes. Il y a souvent eu préméditation, des choses comme ça qui sont prises en compte, alors que sur la moyenne, quand il s'agit d'hommes qui tuent leur conjointe, c'est plutôt des peines aux alentours de 7 ans, etc. Donc, il y a tout un tas de questions à se poser, mais comme vous le disiez, Maître Leclerc, hein, qui nécessiterait vraiment d'être approfondi, d'être creusé. Voilà, alors sur la répartition, alors, la première discrimination pour les femmes, c'est effectivement lié à leur nombre en détention, et du coup, il y a moins d'établissements pénitentiaires. Il y a 70 prisons qui accueillent des femmes en France sur les 187 qui existent. À part quelques établissements où on peut parler véritablement d'établissements pénitentiaires pour femmes, Rennes, Versailles, Fleury et Fresnes, où ce sont vraiment des bâtiments séparés, on va dire, du centre pénitentiaire. Sinon, la plupart du temps, ce sont des quartiers femmes euh, totalement enclavés dans des prisons pour hommes, avec toutes les discriminations que ça va poser, c'est-à-dire la prison elle-même est conçue pour les hommes qui y sont détenus. Accessoirement, il y a un petit quartier dans lequel il y a des femmes, mais l'accès aux activités, elles sont moins nombreuses, donc il y a moins de moyens. L'accès à la santé est problématique puisque la mixité n'existe pas. Donc, dans la plupart des établissements, quand on veut voir un médecin en consultation, à part si c'est une urgence, il va falloir attendre la fin de la journée pénitentiaire, que tous les hommes aient été rentrés dans leurs cellules, et là seulement la femme pourra traverser la détention pour aller jusqu'à l'unité sanitaire. Voilà, et tout est comme ça. Du côté des hommes, il y a
des locaux pour des activités collectives, pour du sport auxquels les femmes n'ont pas accès ou très rarement, donc une vraie discrimination. L'autre discrimination, elle va concerner les femmes condamnées à de longues peines, puisque les établissements pour peine, donc centres de détention, sont essentiellement situés dans la moitié nord de la France. Donc ça veut dire que systématiquement, à part un quartier centre de détention à la prison des Baumettes à Marseille, mais sinon, je crois que le plus au sud, ça doit être Roanne, qui existe depuis peu de temps, et sinon, on va tout de suite vraiment dans la moitié nord de la France. Donc, dans les liens des femmes détenues avec leurs proches, bah bien, quand il y en a, hein, puisque c'est vrai que là aussi, il y a un grand isolement, mais quand il y en a, ça pose tout de suite tout un tas de problèmes, puisqu'il y a cet éloignement avec la famille et donc des difficultés pour venir au parloir. Sur les établissements, l'autre point qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a très peu de centres de semi-liberté ou de places de semi-liberté en pourcentage, hein, par rapport à ce qui peut être accessible chez les hommes, qui est déjà quand même bien insuffisant, mais là encore, les femmes vont être discriminées. Concernant les mineurs, alors il y a 2 établissements qu'on appelle EPM, établissements pour mineurs, en France, sur les 8 qui accueillent des jeunes filles, en fait. Sinon, tous les autres, alors qu'ils étaient prévus pour être mixtes, en fait, ont abandonné quasiment tout de suite la mixité pour un facteur tout simple, c'est que sur 60 mineurs détenus, vous aurez 1 ou 2 filles. Donc la situation est totalement invivable et du coup, ça conduit à maintenir ce qui se faisait depuis toujours avant et qui est une certaine illégalité, c'est-à-dire que les jeunes filles sont toujours incarcérées dans des quartiers femmes avec les adultes. Alors, il y a eu un peu d'organisation pour tenter de séparer véritablement les mineurs des majeurs. Dans la réalité, l'administration pénitentiaire, là, elle est confrontée toujours au même problème, c'est-à-dire que s'il y a une fille mineure toute seule incarcérée dans la maison d'arrêt pour femmes, c'est ou bien elle ne verra pendant sa détention que des surveillantes et puis personne d'autre, ou alors on enfreint un peu les textes et on permet qu'elle puisse assister à des activités ou avoir des activités avec les adultes. Donc voilà sur la question des mineurs, mais elles sont très peu nombreuses, hein. Je crois qu'il y a à peu près 800 mineurs détenus et il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de jeunes filles détenues à l'heure actuelle en France. Alors, sur les établissements pénitentiaires, un autre point qui est à noter, c'est pas parce qu'elles sont pas nombreuses qu'elles ne subissent pas les mêmes difficultés dans les conditions de détention que les hommes. 40% des quartiers femmes, par exemple, sont touchés par la surpopulation. À Nîmes, 175%. Enfin, il y a des taux comme ce qu'on peut voir dans les maisons d'arrêt, dans les maisons d'arrêt pour hommes, et elles vivent aussi dans ces quartiers surpeuplés. L'obligation, parfois la contrainte d'avoir à dormir par terre sur des matelas parce qu'il n'y a pas assez de cellules ou de place pour les accueillir. La vétusté également touche, hein, comme ce que vivent les hommes, touche bon nombre d'établissements pénitentiaires qui sont vraiment des machins qui ont été créés ou construits au 19e siècle ou au début du 20e siècle et dans lesquels il y a aussi des quartiers femmes. Donc elles vivent également toutes les conséquences de cette vétusté, c'est-à-dire des problèmes d'hygiène, des problèmes de risque pour la santé, des problèmes de parasites, etc. Voilà, comme effectivement là, c'est une certaine égalité, on va dire, avec ce que peuvent vivre les femmes détenues. Je vous parlais de ces quartiers totalement enclavés, donc ça a notamment pour conséquence de priver les femmes d'accès à pas mal d'activités. Pour vous citer quelques chiffres, alors le taux est déjà pas terrible, mais les hommes, le taux d'activité pour les hommes détenus, il est de 28%, il est à peine de 23% pour les femmes détenues. Le travail au service général, donc c'est ce qui consiste à faire le ménage dans la prison, distribuer la nourriture, etc. C'est 15% des hommes détenus qui peuvent y avoir accès, 9% des femmes détenues. Et pareil pour les l'accès aux formations, etc., où là de même, moins d'intervenants parce que moins de personnes détenues et pas de mixité, j'en parlerai un peu plus tard dans l'essentiel des établissements, fait que effectivement ça va les priver d'un certain nombre d'activités, de formations
et notamment de formation pour la préparation à la sortie. Ce qu'a pu noter notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est que les activités proposées sont encore très souvent totalement genrées, c'est-à-dire que dans les quartiers femmes, on va encore trouver dans les activités proposées couture, broderie, peinture, atelier bouquet de fleurs, etc. Alors que, bon, voilà, on est en 2021 et effectivement, il y a d'autres types d'activités qui pourraient être proposées. Et ça, vraiment, contrairement aux hommes, où le type d'activité proposée chez les hommes est quand même beaucoup plus évolué que ce qui est encore proposé aux femmes. L'autre point important, c'est les difficultés d'accès aux soins pour les femmes détenues. Donc, je vous ai parlé de cette non-mixité qui fait qu'elles n'ont accès aux unités sanitaires que en fin de journée pour les quartiers femmes enclavés dans les prisons pour hommes. Il y a de manière générale en prison un gros manque d'accès aux médecins spécialistes. Et on va le trouver avec un point spécifique et tout à fait criant qui est l'accès aux gynécologues en prison. C'est-à-dire qu'à part quelques grosses prisons comme Fleury ou les Baumettes, où il y a un certain nombre un nombre important de femmes détenues, dans les autres, vous allez avoir ponctuellement une intervention d'un gynécologue, parfois pas du tout. Ce qui fait que l'accès aux soins gynéco, en fait, il va être simplement réservé aux urgences, on va dire, quand il y a un véritable problème gynécologique. Et ça pose aussi toutes les questions de prévention, de consultation, voilà, de prévention, de contrôle auxquelles, dans grand nombre de prisons pour femmes, les femmes n'y ont pas accès. Quand elles y ont accès par le biais de l'hôpital, hein, puisque maintenant, les consultations qui ne peuvent pas être faites à la prison peuvent s'organiser à l'hôpital de rattachement. Les témoignages qu'on a très très fréquemment, c'est ce que vivent également les hommes, c'est-à-dire la sécurité prime avant tout, et donc des atteintes à la fois au secret médical et à la dignité. On a des témoignages et on a été amené à intervenir plusieurs fois sur des consultations médicales, gynéco, etc., qui se passaient en présence de l'escorte ou alors quand la femme ou les soignants refusaient l'escorte, la femme détenue dans ces cas-là reste menottée dans le local de consultation. Donc c'est encore extrêmement fréquent ces atteintes à la fois au droit, à la dignité. Voilà. L'autre point noté, c'est sur les questions d'accès aux produits d'hygiène et aux produits de beauté également. C'est extrêmement limité encore, c'est-à-dire que les cantines proposent alors, il y a pas mal d'établissements qui ont des contrats avec une marque et finalement, voilà, c'est tout ce qui va être proposé. Donc là encore, c'est extrêmement limité. Pour les produits d'hygiène, ça va poser un certain nombre de problèmes. Et sinon, le reste, c'est du basique, c'est-à-dire c'est la trousse d'hygiène qui est fournie à l'ensemble des détenus avec quelques spécificités, bien sûr, mais de quoi se laver, de quoi nettoyer la cellule, etc. Un point qu'il faut noter, parce que c'est tout récent, en fait. Jusqu'à présent, l'accès aux protections périodiques pour les femmes détenues était quelque chose de tout à fait problématique, c'est-à-dire même si elles étaient fournies gratuitement, très souvent pas en nombre suffisant, puisque c'est très variable d'une femme, effectivement, d'une femme à l'autre. D'une part, et puis le choix et la diversité des protections proposées était extrêmement, là encore, extrêmement réduit. Et là, depuis 2 mois, je crois, il y a donc l'administration pénitentiaire a mis en place un système qui fait que les arrivantes en prison ont un petit questionnaire qu'elles doivent remplir avec le type de protection qu'elles souhaitent utiliser, le nombre dont elles vont avoir besoin, etc. Et après, donc, c'est commandé par la prison et ça leur est fourni gratuitement. Il aura quand même fallu attendre 2021 pour que ce problème soit résolu, sachant qu'auparavant, ça voulait dire quand même que ou essayer de s'arranger avec les co-détenus, avec toutes les difficultés que ça pouvait euh, occasionner, ou sinon se débrouiller avec du bricolage, c'est-à-dire en utilisant du tissu, des vêtements, du papier, enfin tout un tas de choses, et donc des situations extrêmement difficiles à vivre. Ou alors, il fallait les cantiner, donc il fallait avoir de l'argent pour cantiner, et encore pour cantiner, il n'y avait qu'un nombre très limité de produits qui étaient proposés aux femmes. Alors, vous avez parlé des enfants en prison, Maître Leclerc. Je crois, effectivement, donc c'est une question qui
qui revient régulièrement. Il y a une vingtaine de nurseries en France, mais alors les nurseries, à part Fleury-Mérogis, hein, dont vous parliez, où là, il y a effectivement, ça va être une dizaine ou une quinzaine de femmes. Alors, à partir du 7e mois de grossesse et jusqu'à effectivement l'accouchement et après avec l'enfant, c'est un quartier donc un peu plus grand, donc il y a un peu plus de moyens, même si quand même, bon, on voit souvent des reportages hein, sur cette nurserie, ça reste quand même une prison avec un petit jardinet, enfin voilà, on est quand même dans quelque chose de très limité et qui peut poser plein de questions par rapport au développement de l'enfant hein, qui va être en prison. Les progrès qui sont quand même notables, c'est finalement pas si récent que ça. Enfin, pas si. Depuis 1998, c'est effectivement que tous les papiers concernant l'enfant maintenant sont, on va dire, le droit commun. C'est-à-dire que les femmes accouchent maintenant à la maternité de l'hôpital de rattachement. Donc, sur tous les documents qui vont porter finalement des mentions de l'enfant, il va être mentionné né à la maternité de tel endroit, etc. Et c'est le droit commun qui prend en charge, c'est-à-dire que ce n'est plus le service médical de la prison qui va s'occuper de l'enfant, c'est les soignants à l'extérieur, les services de l'enfance à l'extérieur. Alors là aussi, avec de grandes disparités, autant à Fleury-Mérogis, parce qu'il y a suffisamment de moyens et d'attention portés, on va avoir véritablement des interventions de services extérieurs, hein, de prise en charge des enfants. Mais dans les petits quartiers femmes, c'est quelque chose qui va manquer énormément. On a pas mal de témoignages de femmes, notamment qui, avec enfants, donc incarcérées avec leurs enfants, qui nous disent que c'est extrêmement anxiogène quand on doit aller pour une audience chez le juge ou pour un rendez-vous médical, etc., de ne pas avoir d'intervention de, on va dire, de professionnels pour s'occuper de l'enfant, c'est qui pourrait garder l'enfant. Et du coup, le seul choix, c'est de le confier à une co-détenue ou de le confier au personnel de surveillance qui normalement ne devrait pas faire ça avec voilà, toutes les difficultés et surtout les inquiétudes que ça peut avoir. Alors, depuis 98 également, ça s'est un petit peu assoupli sur la question des 18 mois pour les enfants, c'est-à-dire c'est plus ou moins 18 mois. Il y a cette souplesse qui a été intégrée qui fait qu'effectivement, si la femme doit rester 6 mois de plus en détention, elle aura une possibilité de conserver, enfin de garder l'enfant avec elle pour éviter de créer la rupture. Mais de toute façon, pour toutes les personnes qui partent sur des durées d'incarcération plus longues, inévitablement, il va y avoir là aux 18 mois l'arrachement finalement du fait que l'enfant va être placé à l'extérieur. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup, quand il y a une famille, et notamment les parents de la femme, ce sont très souvent les parents qui reprennent, qui vont prendre la garde de l'enfant, et sinon l'enfant va être placé. Très peu, mais on a effectivement quelques situations qu'on suit où le conjoint à l'extérieur est resté présent, mais ça c'est rarissime. Hein. On fait des interventions devant les prisons régulièrement, notamment en Île-de-France et dans la région de Lyon, ce qu'on appelle des groupes action parloir, où on va devant les prisons et on va à la rencontre des familles et des proches qui viennent visiter leur proche qui est incarcéré. L'idée, c'est d'essayer de voir si on peut leur être utile pour les informer sur les droits, bien évidemment, et puis aussi de parler, de recueillir leurs témoignages, etc. Et il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est quand on arrive devant la prison des hommes, il y a beaucoup de monde, des compagnes, des enfants, enfin bon, etc. Et quand on arrive, je pense à Fresnes, par exemple, où il y a une maison d'arrêt des femmes, avec quand même près d'une centaine de 80 ou 100 femmes détenues, quand vous allez voir du côté du parloir, ou même à Fleury, où elles sont beaucoup plus, hein, vous aurez de la chance si vous voyez 2, 3 personnes qui sont venues au parloir. Donc là, un grand isolement hein, qui est lié effectivement à la situation, on va dire, de vie de la femme à l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup qui sont effectivement désocialisés, qui ne sont pas dans des structures ou dans des vies familiales, etc. Et puis, il y a aussi le fait qu'effectivement, le conjoint, bien souvent, même s'il n'est pas incarcéré, hein, aura laissé tomber, aura lâché beaucoup plus facilement. Donc, une grande solitude à noter également là-dessus. Alors, je vous parlais de toutes ces discriminations qui sont liées au fait de l'absence de mixité en prison. C'est une vraie question. Alors, la loi pénitentiaire en 2009 a finalement instaure le fait qu'il y a une possibilité de mixité dans les centres pénitentiaires où il y a des hommes et des femmes qui sont détenus. Ça se met très, très
timidement en place, hein, essentiellement pour des activités culturelles, un concert, une représentation de théâtre, etc. Un peu avec les formations ou l'accès au scolaire, ça commence à se mettre en place, mais voilà, c'est extrêmement limité. Alors la mixité, elle est sur plein de points, hein, parce que finalement, la société, elle est mixte, et puis quand on regarde, par exemple, les femmes détenues dans les établissements pour femmes, le personnel de surveillance, c'est que du personnel féminin. La seule présence masculine va être dans la hiérarchie, en fait, les gradés, alors que dans les prisons pour hommes, il y a de plus en plus, d'ailleurs, de surveillantes. Donc, il y a hommes et femmes qui sont chargés de la surveillance. La mixité donc, qui se développe, il y a des choses extrêmement intéressantes qui fonctionnent. Hein, je vous parlais de ces difficultés d'accès aux soins parce qu'il faut attendre que la prison pour hommes ait été vidée, qu'il n'y ait plus d'hommes du tout dans les coursives pour que la femme puisse traverser. Il y a des établissements pénitentiaires où ils ont décidé, alors ça se fait à Bordeaux, ça se fait à Brest, ça se fait à Nantes, où simplement ils ont décidé que quand il y avait besoin d'une consultation, la femme détenue allait être escortée par une surveillante de son quartier et elle traverse toute la détention alors qu'il peut y avoir des hommes détenus qui circulent, etc. Et elle va accéder à l'unité sanitaire. Jamais il n'y a eu aucun problème. Finalement, ça montre que ça fonctionne et c'est un peu cette crispation qui demeure dans la culture de l'administration pénitentiaire de séparer totalement les hommes et les femmes et finalement de interdire la mixité alors qu'elle pourrait être tout à fait possible. Et les retours sont extrêmement positifs d'ailleurs des personnes détenues, autant femmes que hommes, le fait d'avoir des activités un peu, on va dire, normales, quoi, des activités culturelles, sportives ou autres, mixtes. Donc c'est un point important et il faut vraiment œuvrer pour que cette mixité elle puisse se développer parce que c'est aussi prévenir la désocialisation pour beaucoup et du coup faire en sorte que ça continue à ressembler un petit peu au monde tel qu'il est à l'extérieur. Voilà, donc le point important, et puis vraiment on peut mieux faire, on dirait encore sur cette histoire, mais vraiment quelque chose qui est à soutenir. Alors un dernier point sur lequel je voulais intervenir rapidement, c'est la question des personnes trans en prison, et surtout puisque ce sont essentiellement des femmes transgenres qui sont en détention. Il y a quelques hommes trans dans des prisons pour femmes, mais c'est très très rare, et ça se passe pas du tout de la même manière, puisque les établissements quand même pour femmes sont beaucoup moins des établissements pilotés comme on va le trouver encore dans les établissements pour hommes, milieu très masculin, très violent, etc. Et du coup, on a des choses avec finalement beaucoup plus de tolérance qu'on peut observer chez dans les établissements pour femmes. Pour les femmes transgenres, la situation, c'est un cumul en fait de tout ce qui peut y avoir comme difficulté, puisque la question de l'état civil va primer encore. Du coup, ça veut dire que donc même si vous avez effectué, tant que l'état civil n'est pas féminin, normalement la personne va être incarcérée dans un établissement qui correspond à son état civil. Alors, Fleury-Mérogis, là encore, il y a un quartier spécifique et finalement les femmes transgenres sont regroupées, donc elles ne sont pas seules, mais elles sont isolées dans ce quartier spécifique, c'est-à-dire entre elles, avec alors toutes les conséquences de l'isolement, c'est-à-dire activité extrêmement limitée, pas du tout d'activité commune avec le reste de la détention, et un très très grand isolement, et finalement en plus bloqué entre elles, donc ce qui pose problème. Alors, on peut noter quand même que l'administration pénitentiaire a enfreint la loi de manière positive, en fait, en permettant, lorsque les femmes transgenres avaient effectué une transition physique, enfin une transformation physique, et peuvent être incarcérées à la maison d'arrêt des femmes, même si leur état civil est encore resté un état civil masculin. Mais c'est à Fleury-Mérogis, pas tout, pour toutes les femmes. Et la situation est vraiment terrible dans les quartiers femmes, justement, quand une femme trans est incarcérée. Pas dans les quartiers femmes, mais quand une femme trans est incarcérée dans une petite maison d'arrêt en région où là, elle va se retrouver toute seule, totalement isolée. Et de plus, et ça, elles le vivent un peu toutes, en tout cas les témoignages qu'on a, on le raconte beaucoup, c'est
on était intervenu à la maison d'arrêt de Villepin pour une femme trans qui était incarcérée. Comme par hasard, quand elle prenait sa douche, il y avait 12 surveillants pour la surveiller. Donc il y a ce côté encore, certaines nous disent avoir l'impression d'être aux eaux, effectivement. Le non-respect aussi on va dire, du genre tel que les femmes trans le vivent, c'est-à-dire que même si elles ont un prénom féminin d'usage depuis très longtemps, les personnels pénitentiaires, mais également les soignants, hein, parce qu'il y a une vraie méconnaissance et un vrai problème aussi chez les soignants, vont les appeler monsieur, enfin avec ce qui est indiqué sur les documents. Donc voilà, la difficulté, elle est à tous les niveaux. Difficulté d'accès finalement aux traitements hormonaux. Il faut très souvent intervenir, alors que c'est un droit, hein, le droit aux soins. Voilà, là, ça pose beaucoup de problèmes. Nous, on saisit régulièrement les agences régionales de santé pour leur demander une intervention pour permettre aux femmes trans de continuer de pouvoir poursuivre leurs traitements hormonaux. L'accès à la transition est extrêmement complexe parce qu'il n'y a que quelques centres en France et il faut pouvoir bénéficier d'extraction médicale, donc c'est extrêmement compliqué. Alors, on n'a pas encore de recul, mais la loi a changé en 2017 sur le changement d'état civil. Et là, on attend un petit peu de voir ce qui se passe, puisque maintenant, il n'y a plus de conditions de passer par un psy. Il suffit de saisir le juge et on peut amener des témoignages ou des preuves qu'on vit en tant que femme, en fait, à l'extérieur pour obtenir le changement d'état civil, même si la transformation physique n'a pas été effectuée. Voilà, donc un cumul de discrimination qui est véritablement, même si elles sont très peu nombreuses, elles cumulent des conditions de vie extrêmement difficiles. Merci beaucoup, François Besse, pour cette intervention très, très riche avec beaucoup d'éléments que vous nous apportez. Vos propos m'ont fait penser à l'intervention d'une doctorante à l'occasion d'un colloque jeunes chercheurs qui a eu lieu l'année dernière, juste avant le confinement, et qui avait insisté justement sur cette évolution, sur cette question de la mixité, qui pouvait être une clé de rééquilibrage vraiment de la situation des femmes, favoriser la mixité ou favoriser en tout cas les espaces de mixité était de nature à gommer justement cette discrimination que subissent les femmes pour des raisons un peu structurelles que vous évoquez, liées au faible nombre de femmes dans certains établissements, etc. Donc on a un temps d'échange maintenant avec le public, avec les autres conférenciers. Bien sûr, tout le monde est invité à participer. Donc voilà, je vais prendre les questions, les remarques. C'est sur la dernière réflexion que vient de faire François Besse sur les trans. On ne se rend pas compte des progrès qui ont été faits. Moi, j'ai connu il y a 50 ans, 50-60 ans, le cas d'un trans, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, c'était un garçon qui était d'ailleurs un artiste, hein, qui était dans une revue, je sais pas moi, au Paris, qui était tout à fait remarquable, mais qui vivait complètement comme une femme. Et qui vivait comme ça depuis 20 ans. Donc, alors, il est arrivé à la prison, on lui a imposé, bien entendu, des vêtements d'homme, on l'a mis dans une division normale, ça a été absolument horrible, il s'est fait violer, ça a été effrayant avec les surveillants qui s'y mettaient. Je n'ai rien pu faire pour cette affaire. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je l'ai encore sur le cœur. J'ai essayé, c'était l'époque où les juges, avaient pas de pouvoir pratiquement, ils avaient juste quelques pouvoirs administratifs, on n'était pas encore arrivé. Et alors c'était terrible parce que c'est très caractéristique de ce qui se passe à la prison, c'est-à-dire que c'était les interventions auprès du juge d'instruction étaient rejetées dans le mépris. Quand il est arrivé devant le tribunal, c'était arrêté de minauder. Alors en homme, enfin en plus de ça, on avait l'impression d'un déguisement en homme. Et à la prison, ça a été horrible. J'ai déposé des plaintes, j'ai saisi les juridictions administratives, j'ai tout fait et je n'ai rien pu faire. Et il a pris à la fin, je sais pas moi, 18 mois de prison, c'est une histoire de stupéfiant, je crois. Il a pris 18 mois de prison, une chose comme ça. Il a passé 18 mois, mais horrible, horrible. Et je n'ai rien pu faire. Même la presse ne voulait pas en parler. Il faut se rendre compte tout de même de
de ce qu'il y a eu sur certains points quand même des progrès. Aujourd'hui, je crois que ça ne pourrait plus se passer. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même constater les progrès qu'il y a eu sur ce cas tout à fait particulier des trans qui aujourd'hui sont quand même, on essaye des solutions qui sont plus raisonnables. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait pour cette remarque. François Besse, vous voulez peut-être réagir? Non, effectivement, là, heureusement que la situation a évolué, mais elle reste quand même extrêmement compliquée, hein. L'accès aux vêtements féminins, par exemple, c'est interdit de sortir de la cellule, etc. Il n'y a que quelques établissements où les choses se sont un petit peu assouplies. Je pense à des endroits comme le centre de détention de Caen, où il y a pas mal de femmes trans condamnées à des longues peines et où il y a une certaine alors c'est vrai un climat qui est totalement différent des maisons d'arrêt pour hommes où là le climat est violent et effectivement la durée de vie d'une femme trans serait vraiment pas longue, mais les choses évoluent très très doucement. Merci beaucoup, oui, pour cette. Alors, j'ai une question qui me vient d'un participant qui porte, alors, voilà, sur la question des. Alors, il y a deux questions. Une première porte sur les femmes qui sont. Alors, je vais le traduire un peu plus juridiquement, mais les femmes qui sont atteintes de troubles psychiques et qui sont incarcérées. Est-ce qu'il y a des particularités peut-être? Et une autre question qui porte sur les perspectives d'évolution. La question, c'est y a-t-il des initiatives d'amélioration des prisons pour femmes? Y a-t-il des perspectives d'évolution? Voilà les deux questions. Oui, sur la question des. Alors, si c'est la question de l'accès aux soins psychiatriques en prison, puisque la question des personnes incarcérées qui souffrent de troubles psychiatriques ou de maladies psy, elle est présente autant chez les hommes que chez les femmes, hein. Donc, effectivement, alors après se pose la question de l'accès aux soins spécialisés en prison, toujours la même, c'est-à-dire que parmi les plus gros manques en détention, ce qu'on peut noter, c'est effectivement notamment le manque de psychologues et de psychiatres et donc des soins par rapport aux besoins qui sont tout à fait insuffisants par rapport aux besoins. Voilà. Sur la question de l'évolution des établissements, ben, je crois que le point notable, il passe véritablement par ce développement de la mixité, c'est-à-dire qui permettrait de faire bénéficier aux femmes détenues qui sont dans ces petits quartiers, notamment, au moins autant que ce dont peuvent bénéficier les hommes. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'ailleurs, elle le demande absolument pas, hein, de séparer les quartiers. Enfin, vous voyez, non, au contraire regrouper les quartiers, etc. Mais au moins de faire que une journée se passe avec un accès à ce qui est offert à l'ensemble des hommes détenus. Et si un point quand même important où il y a un vrai gros décalage, c'est la préparation à la sortie et la sortie de prison. Je pense que effectivement, je l'ai pas signalé, mais c'est important de le signaler. Là aussi, une grande difficulté puisque moins d'accès à des choses de préparation à la sortie, puisque moins d'accès à la formation, etc. à l'intérieur. Et puis dehors aussi des difficultés parce qu'il y a très peu de structures qui existent pour pouvoir accueillir des femmes, ou en tout cas elles sont inégalement réparties sur le territoire. Et d'ailleurs, je voulais saluer et puis faire un petit coucou. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Gabi Moesca qui était présent et donc qui vient de créer une ferme, la ferme de Baudonne, avec Emmaüs, pour spécialiser dans l'accueil de sortantes de prison de longue peine. Et c'est extrêmement important. C'est un type de structure qui n'existait absolument pas et donc maintenant qui est enfin mise en place. Et chapeau. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a deux autres questions et et des remerciements. Alors, les questions, la première concerne le chiffre. Est-ce qu'il existe des chiffres sur le nombre de personnes trans incarcérées? Et la deuxième question porte sur l'autorité parentale. Les femmes incarcérées sont-elles privées de leur autorité parentale? Après, j'imagine la mesure, le temps au moment où le bébé sort de l'établissement.
vous laisse répondre à ces deux questions, puis je vous Voilà. dirai un mot. Du coup, j'ai perdu la première question. C'est sur Alors, la le première, c'est nombre de est-ce qu'il y a trans. des chiffres Oui, sur non, les personnes trans? non, il y a des estimations et encore, mais non, il n'y a pas de chiffres puisque dans les statistiques, c'est l'état civil en fait qui apparaît. Donc là où il y a des établissements avec des quartiers comme celui de Fleury, il y en a un petit au Baumettes à Marseille également. Donc là, on peut évaluer la présence des personnes trans, mais sinon, les seuls stats qui existent sont celles sur l'état civil, donc hommes et femmes. Donc non, il n'y a pas de possibilité de savoir réellement. Il n'y a pas d'études. Et Ok. sur l'autorité parentale, ben, en fait, ce sont des décisions de justice en fait qui prévalent. Hein. C'est-à-dire que le parent, homme ou femme, tant qu'il n'a pas été déchu de ses droits de parent, ben, il conserve l'autorité parentale. Oui, tout à fait. Et j'en profite juste pour dire qu'il y a une thèse qui a été publiée là tout récemment sur la femme, sur l'enfant incarcéré, qui est une thèse de Ariane Amado et qui est publiée chez Mar et Martin, que j'ai eu l'occasion d'avoir dans les mains il n'y a pas longtemps, donc qui traite de toutes ces questions de responsabilité, d'autorité parentale, si jamais ces questions-là vous intéressent. Donc, il y avait un petit message d'une personne qui remercie François Besse pour son intervention et pour appuyer, aller dans le sens de cette intervention, qui parle de l'importance de l'accès à la formation et aux activités qui devraient être accessibles aux femmes détenues. C'est une femme qui témoigne en disant qu'elle est en placement extérieur dans la seule structure en France qui accueille des femmes écrouées. Voilà. Ou toute personne définissant son identité de genre comme telle. Voilà. Il y a il y a un message qui concerne donc la ferme Emmaüs Bodonne à Tarnos, qui est une ferme ouverte depuis 6 mois et qui accueille des femmes détenues en placement extérieur. Nous accueillons aussi une personne transgenre, c'est précisé voilà, dans le message. Il y a une question qui concerne les femmes âgées. Est-ce qu'il existe, donc la formulation de la question évoque des remises de peine particulières, voilà, des aménagements? Les textes, ce sont les mêmes textes que pour les hommes détenus, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, comment les choses ont été un petit peu facilitées, entre guillemets, pour l'accès aux aménagements de peine pour les personnes de plus de 70 ans, mais ça reste quand même extrêmement compliqué et soumis à toutes les contraintes, on va dire, liées à l'aménagement de peine. Si on part sur l'âge, effectivement, souvent, ça va être des aménagements de peine pour raison médicale, en raison de l'état de santé de la personne et finalement son incompatibilité avec la détention, mais on retrouve les mêmes problèmes et il y a des femmes âgées en détention, il y a des femmes âgées qui meurent en détention, donc voilà, la situation est la même que pour les hommes. Merci beaucoup. Et donc, il y a une autre question qui concerne encore je vais poser les deux dernières questions avant qu'on puisse passer à la suite. La première concerne encore une fois les troubles psy en prison. La question, elle est la suivante. J'avais lu, donc relis la question, j'avais lu qu'il y avait plus de femmes qui avaient des troubles psy en prison que les hommes. Est-ce vrai? C'était une proportion plus grande de femmes atteintes de troubles psy en prison. Peut-être, je vous laisse. Alors, oui, j'ai pas les chiffres en tête et d'ailleurs, ça fait partie un petit peu des questions, c'est que la dernière étude sur l'état de santé psy des personnes détenues date de 2004 et donc en ce moment, il y a une étude qui est réalisée, donc je pense que bon, d'ici un an ou deux, enfin, espérons que ça va arriver assez vite, on aura cette étude et du coup pour avoir un peu un panorama de la situation et de la question des malades psy en prison. C'est légèrement supérieur, je crois que effectivement, mais j'ai pas les données là. Je suis désolé, j'ai pas les données de 2004, mais oui, Delphine Lachon, Oui, peut-être. Oui. oui, je suis psychiatre, donc peut-être, enfin, j'ai pas du tout les chiffres non plus, mais il faut peut-être différencier les personnes qui entrent en prison avec des troubles psychiatriques de ceux qui, secondairement, développent des troubles psychiatriques de façon réactionnelle à leur détention.
Et autant dans le premier cas, je pense que les hommes sont largement majoritaires, autant secondairement, enfin dans le cas de troubles psychiques réactionnels à la détention, bon, peut-être que là, le pourcentage de femmes peut être plus élevé. Plus élevé que les hommes, j'en sais rien, mais en tout cas s'accroître dans ce contexte. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question qui porte, donc qui demande où peut-on avoir accès à ces chiffres, à ces statistiques qui ont été évoquées, où peut-on les trouver? Alors, j'imagine que c'est sur le site du ministère de la Justice, peut-être François Besse. Oui, tout ce qui concerne les condamnations, enfin le nombre de personnes détenues, etc., c'est accessible sur le Ouais. site du ministère de la Justice. Après, sur notre site, on essaie en tout cas de mettre un certain nombre de données. On y fait référence dans les dossiers de notre revue. Donc après, s'il s'agit plutôt de choses de l'ordre d'enquêtes sociologiques, par exemple, qui ont pu être faites ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on va citer. Et puis sinon, eh ben, il faut faire les recherches pour accéder aux publications, aux différentes publications. Mais il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, les données statistiques, nombre de détenus, nombre de condamnations, etc., il y a tout ça sur le site du ministère de la Justice. Et une dernière question, alors qui s'adresse davantage aux membres de la Ligue des droits de l'homme, puisque la question porte sur les revendications de la Ligue des droits de l'homme en matière de femmes incarcérées, j'imagine, pour la question des femmes incarcérées. Je laisse les responsables de la Ligue des droits de l'homme répondre. Je ne suis pas en état de répondre sur ce qui se passe aujourd'hui, mais je crains que sur ce sujet, la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres, se soit préoccupée du problème général des prisons, des conditions de détention, mêlant les hommes et les femmes, sans accorder une importance spécifique suffisante à la détention des femmes. Et je trouve que c'est très important d'avoir fait cette réunion aujourd'hui, qui va certainement amener notre commission de prison et la Ligue elle-même à avoir une réflexion spécifique sur le sort des femmes en prison.